Alors bienvenue dans ce premier chapitre, nous allons voir un petit peu comment fonctionne Webpack et on va compiler nos premiers fichiers JavaScript. Alors pour le coup, on va reproduire l'exemple de tout à l'heure. J'ai ici mon app.js et je m'imagine pouvoir faire un var log égale require et j'imagine inclure un fichier log.js qui se situe au même niveau. Et ensuite, je fais un log de salut. Ce fichier log.js n'existe pas, donc je vais aller le créer. Donc au même niveau, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler log. Alors c'est log sans s.js. Du coup, je vais enlever le ici s. Maintenant, je peux faire comme je le ferais en Node.js, faire un module.export et je lui dis je vais exporter cette fonction qui prend en paramètre une valeur et qui se contente de faire un console.log de value. Donc là, j'écris mon JavaScript en morcelant les choses, mais je pourrais m'imaginer avoir des fonctions plus complexes séparées dans des fichiers. Comment je fais pour obtenir un JavaScript qui est exécutable côté navigateur? Si j'essaie de charger ce fichier-là, le navigateur, lui, va rien comprendre. Si je sais vraiment, donc dans mon index.html, je vais lui dire d'aller charger le fichier qui se situe dans le dossier assets, puis js, puis app.js. Si j'essaie de faire ça, il va forcément me dire « Non, mais moi, je ne comprends pas ce que tu veux dire par require. Chez moi, ça n'existe pas. » C'est ce que vous avez ici. Maintenant, on va devoir donc créer un fichier JavaScript qui est exécutable par le navigateur. Et c'est là que Webpack rentre en jeu. Donc la première étape, c'est de l'installer. Il vous faut pour cela npm sur votre système et faire un coup de npm init, histoire de préparer votre projet à utiliser les dépendances npm. Donc je vais choisir le nom par défaut et je vais répondre oui à toutes les questions. Ça n'a pas trop d'importance vu que je ne compte pas partager le projet. Ensuite, je vais charger Webpack. Donc pour cela, je fais un coup de npm install --save -dev pour dire que c'est une dépendance de développement Webpack. Lorsque je vais faire ça, il va modifier le fichier package.json qu'il vient de créer et dans la liste des dépendances, il rajoutera Webpack dans la partie développement. Donc, je vais le laisser finir. Juste une petite précision pendant qu'il fait l'installation, j'utilise actuellement la version 3.4.1. Donc normalement, si vous utilisez une version 3. quelque chose, vous pouvez suivre cette formation-là. S'il y a une version 4 qui sort, je regarderai s'il y a des modifications importantes et je vous referai des vidéos si besoin. Une fois cette dépendance installée, on va pouvoir l'utiliser. Donc on peut aller se rendre dans le dossier Node Module qui vient d'être créé, aller dans le dossier .bin, et là on a un binaire qui s'appelle Webpack, qui nous permet d'accéder à Webpack. Donc cette commande prend en premier paramètre le fichier d'entrée. Donc nous ici, ça va être notre app.js. Donc je vais lui dire, va chercher le fichier qui se trouve dans assets, puis js, puis app.js. Et en second paramètre, on lui dit quel fichier il va devoir exporter. Donc nous, on s'imagine avoir un dossier dist et on va créer un fichier que l'on va appeler bundle.js. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Si vous essayez d'exécuter cette commande, il va vous sortir un hash et vous dire j'ai bien fait les choses, j'ai fusionné deux fichiers qui sont app.js et log.js et j'ai émis le fichier bundle.js. Si je regarde au niveau de mon IDE maintenant, j'ai bien le dossier dist qui a été créé et j'ai un bundle.js. Alors à l'intérieur, vous avez un truc comme 70 lignes à peu près. C'est les lignes qui permettent à Webpack de faire fonctionner son système de require. Ces lignes-là, vous n'avez absolument pas à vous en occuper. Plus tard, lorsqu'on mettra en place le build en mode production, on enlèvera tous ces commentaires-là. On peut minifier tout ça en une seule ligne et ça permettra de prendre encore moins de place. Si je regarde au niveau des modules ici, à l'intérieur, je vois mon module.export et je reconnais ce que j'avais écrit. Et je reconnais ici la partie où je fais un log de salut. Et je vois qu'il a remplacé mon require par cette petite ligne-là. Donc en fait, il utilise un système en interne pour séparer un module et utiliser un système de require en interne. Si j'essaie de charger ce fichier bundle.js au niveau de ma page, donc dans mon index.html, je charge non plus assets, mais je vais directement aller dans le dossier dist et je vais charger bundle.js. Je vais maintenant réactualiser ma petite page et je vois bien que j'ai mon salut qui fonctionne. Donc là, on a mis en place ce système de morcellement. Alors cette manière d'écrire les choses, cette manière de faire des requires et des imports, c'est la manière entre guillemets Node.js. C'est appelé, en général, ça s'appelle CommonJS. Donc aujourd'hui, on utilise plutôt une autre syntaxe qui fait partie de l'ES 2015, qui est une syntaxe avec des imports et des exports. Donc dans notre log.js, plutôt que de mettre un module.export, on peut lui dire « je veux que tu exportes ça par défaut ». Donc on fait export default et on met ensuite le nom de notre fonction à exporter ou de notre variable ou n'importe quoi. Vous pourriez par exemple créer une variable log qui contiendrait du coup la fonction et ensuite faire un export default
log. Ça marcherait de la même manière. Si vous utilisez cette syntaxe-là, côté import, ben, il faudra écrire non plus require, mais on pourra dire je veux importer log from log.js. Voilà la syntaxe qu'en général vous allez retrouver actuellement pour le JavaScript côté navigateur. Si j'essaie de réexécuter la commande de notre module, je vois bien qu'il compile les choses et côté navigateur, j'ai toujours mon salut qui s'affiche. D'ailleurs, petite remarque, vous avez la possibilité de rajouter le drapeau -- watch afin qu'il se mette à observer les changements. Si vous rajoutez ce drapeau-là, vous voyez que la commande ne renvoie pas le résultat, elle reste bloquée. Et je peux maintenant modifier le JavaScript et du coup, il va recompiler les choses. Alors, si j'essaie de mettre les fenêtres un petit peu bout à bout, ça va être un poil compliqué, on va faire ça. Voilà. Et on va redimensionner celle-ci. Si j'essaie de modifier mon salut et que je mets n'importe quoi, automatiquement, vous le voyez, il a détecté que ce fichier a été modifié et il a régénéré le module. Si je réactualise côté navigateur, j'ai bien mon nouveau changement. Donc ça peut être très très pratique. On verra comment le configurer de manière automatique pour développer et avancer sur le projet. Ça vous évite de devoir relancer la commande tout le temps. L'avantage du système d'export, c'est qu'il vous permet d'exporter plusieurs choses. Vous pouvez lui dire par exemple, je veux exporter la fonction qui s'appelle log, voilà, mais je peux avoir envie d'exporter une autre fonction que j'appellerai log2 et qui, comme son nom l'indique, ferait 2 fois le log. C'est encore plus stupide que la première fonction, mais c'est pour l'exemple. Maintenant, au niveau de mon app.js, je peux lui dire, je veux simplement charger par exemple log2. Il va du coup charger log2 seulement, et ensuite je pourrais faire un log2 de salut. Si je sauvegarde, je vois bien qu'il va recompiler les choses. Et au niveau de ma page web, j'ai bien salut qui s'affiche 2 fois. Si je regarde au niveau du code source, dans la partie bundle.js, j'ai bien mon module 1 qui contient mes 2 logs, et à l'intérieur ici de mon module 0, il importe log2 et il l'utilise. Bon, c'est un petit peu du chinois, mais on n'a pas du tout à s'en occuper. Petite précision, Webpack, à partir de la version 2, a été capable de mettre en place du tree checking. Alors c'est un terme un petit peu compliqué pour désigner un principe relativement simple. Ce qu'il va être capable de faire, c'est de voir que dans ce app.js, je ne charge que log2. Donc il va se dire, ouais, si tu ne charges que log2, même si tu as défini log ici, à aucun moment tu l'utilises. Donc vu que tu ne l'utilises nulle part, je vais le retirer des dépendances. Alors pour essayer le tree checking, ça ne marche pas simplement comme ça. Il faut rajouter un autre drapeau qui est le drapeau optimize-minimize. Donc comme son nom l'indique, ça va optimiser et minimiser les choses. Si je regarde maintenant mon bundle.js, c'est une seule ligne, mais si je cherche le console.log, je vois qu'il n'est qu'à un seul endroit et c'est l'endroit où j'ai mes 2 console.log d'affilée. Donc le système d'optimisation est capable même de vous faire économiser de la place en incluant que les fonctions dont vous avez besoin. Et ça, c'est vraiment tip top. Autre petite précision concernant le export. Donc on a vu que si on faisait un export et qu'on donnait différents noms de fonctions, on se retrouve ici avec un objet. Si vous faites par exemple obj et que vous faites derrière un console.log de obj comme object, ça va vous donner un objet avec les 2 propriétés. Si je recompile les choses, donc on va repasser en mode watch, il me dit qu'il n'y a pas d'export default. Donc lorsque vous exportez plusieurs choses et que vous voulez récupérer tous les objets, vous pouvez faire un étoile. Vous faites import étoile as et vous donnez un nom à la variable. Si vous faites ça, il n'y a plus d'erreur de compilation et au niveau de votre page, vous récupérez bien l'objet avec vos 2 méthodes, log1 et log2. Donc il faut bien comprendre ça. Globalement, au niveau de votre fichier, vous avez 2 solutions. Soit vous mettez un export et vous exportez plusieurs propriétés qui ensuite pourront être importées soit comme ceci en mettant spécifiquement ce que l'on veut importer, soit en mettant un étoile as si on veut importer tout dans un objet, soit vous faites un export default dans le cas où vous n'exportez qu'une seule chose. Et dans ce cas-là, côté import, il faudra simplement faire un import et le nom que vous voulez assigner à la variable. Et ça vous donnera la chose qui a été exportée. Donc c'est particulier, vous allez voir à l'usage, mais il faut bien faire attention à ça. Il faut bien comprendre le sens du default. Le default, ça permet d'exporter tout dans un seul objet. Donc nous, on va lui dire, non, on veut simplement exporter log2 et on voulait faire un log2 de salut. Donc évidemment, nous, on ne veut pas avoir à taper cette commande systématiquement, à se souvenir des entrées, des sorties, c'est un peu compliqué. Donc Webpack nous permet d'avoir un fichier de configuration pour justement ne pas nous embêter. Donc si vous avez besoin d'informations sur Webpack, il ne faut pas hésiter à vous rendre sur le site et dans la partie documentation,
qui est relativement bien faite. Donc lorsque vous allez cliquer dessus, vous avez des onglets en haut qui vous permettent d'expliquer les différents fonctionnements et vous arrivez par défaut sur Configuration. Et juste en dessous, il vous montre un gros fichier, et on va le découvrir ensemble tout au long de cette formation, qui vous permet de configurer Webpack. Pour chacune des propriétés, vous avez une documentation qui est dédiée dans la barre de gauche. Donc si vous voulez savoir un petit peu comment fonctionne le entry par exemple, vous cliquez dessus et on vous montre les sous-propriétés. Donc vous pouvez indiquer le contexte, la manière de nommer les choses, ce genre de choses. Et vous avez comme ça de la documentation pour à peu près tout. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est justement essayer de créer un fichier de configuration pour nous simplifier un petit peu la vie. Donc ce fichier doit se situer à la racine de votre projet. Donc nous, ça sera directement ici et s'appeler webpack.config.js. Vous avez la possibilité au niveau de Webpack, lorsque vous utilisez la commande, de choisir un autre fichier de configuration. Mais si vous utilisez ce fichier de configuration par défaut, ou ce nommage-là, c'est là qu'il va le chercher. Donc maintenant, à l'intérieur de ce fichier, il va falloir créer la configuration. Donc cette configuration, on doit l'exporter, donc on peut faire un module.exports, et ça sera un objet qui contient plein de propriétés, comme c'était démontré dans la partie introduction. Tout ça. Donc la première chose qu'il va falloir préciser, c'est un point d'entrée. C'est le fichier que l'on va ouvrir et qui va, lui, inclure d'autres fichiers, ce genre de choses. Donc c'est ce que l'on mettait en premier argument de notre ligne de commande. Donc nous, ici, on mettra entry, et ça va se situer dans le dossier assets. Ensuite, on va aller dans le dossier JS, et ça sera app.js. Et là, on lui précise que c'est un chemin relatif par rapport au fichier courant. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas indenter ça, mais voilà à quoi ça doit ressembler. Ensuite, on a une seconde propriété output. Output qui va nous permettre de préciser vers quoi on exporte les choses. Et là, il y a pas mal de choses que l'on peut configurer. Donc pour l'instant, on va configurer vraiment le strict minimum, le chemin. Donc si vous allez dans PAF, on vous explique, ça précise dans quel dossier, attention c'est bien un dossier, on va exporter les choses. Et de la même manière, un petit peu plus haut, on a le file name qui nous permet de préciser le nom que l'on souhaite utiliser. Donc nous, c'est ce que l'on va faire, on va lui dire output, donc là attention c'est un objet. Le chemin, ça sera le dossier qui s'appelle dist, et le nom du fichier, donc c'est file name, ça sera bundle.js. Et c'est la seule configuration que l'on a besoin de faire pour le moment. Maintenant, je peux relancer ma commande Webpack en n'écrivant absolument rien. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ça a été bien initialisé, impeccable, mais je n'arrive pas à trouver le chemin. Il faut que ce soit un chemin absolu. Alors ça, c'est un petit peu pénible parce qu'on va se dire, ouais, mais là, je suis sur mon Linux, je vais pas mettre /home/ tout le bordel, ça va être beaucoup trop compliqué. Donc, on est ici sur du Node.js, donc on a la possibilité d'utiliser des modules Node.js. Alors, un module qui est pas mal, c'est le module PAF. Alors, je suis ici sur Node.js 6, donc je peux utiliser directement de l'OS 2015, donc je ne vais pas me gêner. Je vais faire let PAF égale require, et je vais charger PAF. Et ça, hop, c'est plutôt une constante, vu qu'on ne va pas à aucun moment la changer. Et ensuite, je peux lui dire ici, j'aimerais bien que tu me donnes le chemin absolu correspondant à ce dossier-là. Donc je peux utiliser pour cela la méthode resolve. Donc vous faites paf.resolve et vous lui demandez de résoudre le chemin qui s'appelle dist. Donc ça nous donne un chemin absolu. Si maintenant j'essaie de réexécuter la commande Webpack, je vois que ça fonctionne correctement et qu'il m'a bien sorti le fichier bundlé. Donc je vais me retrouver au niveau de ma page avec bien mes deux saluts qui s'affichent correctement. Donc j'ai la possibilité comme ça de gérer la configuration de Webpack. De la même façon, on peut avoir plein de paramètres. Si vous regardez, et quand on remonte un petit peu, il ne faut pas hésiter, il y a une recherche qui est plutôt bien foutue. Hop. Si on veut faire un watch, lui dire de watcher les choses, on nous présente différentes options. Donc nous on va mettre ici le watch. Et c'est une option que l'on peut mettre directement à true pour lui dire je veux que tu vérifies les choses en permanence. Donc si ici je mets un watch de .true et que j'essaie de relancer ma commande Webpack, ce coup-ci il s'arrête et il est en train de watcher. Dès que je vais faire une modification sur mes fichiers JavaScript, par exemple je vais mettre un petit salut les gens, automatiquement il va détecter ce changement-là et réactualiser mon JS. Et si je réactualise ma page, j'ai bien 2 fois salut les gens. Donc ça fonctionne super. Si vous ne voulez pas vous embêter à faire tout ce truc-là, c'est-à-dire aller chercher le dossier Node module puis le dossier bin, vous pouvez mettre ça dans votre fichier package.json. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, vous mettez ici dev
Et vous allez lui dire, bon, ben, quand je tape dev, je veux que tu fasses la commande webpack. Vous n'avez pas besoin de lui mettre le chemin relatif, il va automatiquement chercher les exécutables qui se trouvent dans le dossier .bin. L'avantage, c'est que maintenant, dès que je veux lancer mon serveur de développement, ou lancer le développement, je fais npm run dev. Et automatiquement, il va se mettre à watcher et à observer les changements. Donc voilà maintenant pour cette petite configuration. Alors on verra comment justement mettre des conditions pour dire bon, ben, quand on fait un npm run dev, je veux watcher, et quand je veux faire un npm run build par exemple, je veux qu'il minifie tout ça. On fera ça un petit peu plus tard, mais pour l'instant on va se contenter de ça. Ce que l'on veut faire dans le prochain chapitre, c'est mettre en place de l'ES 2015. Par exemple, j'ai envie au niveau de mon app.js de lui dire je vais faire un console.salut, mais je vais au préalable créer ça dans une variable. Donc je vais faire let a égale salut les gens, et ensuite faire un log de A. Donc ça va fonctionner sur certains navigateurs, c'est le cas par exemple sur Chrome, mais sur des navigateurs un petit peu plus vieux, ça ne fonctionnerait pas. Si j'affiche le code source et que je regarde mon bundle.js, je vois bien à cet endroit-là qu'il a laissé les lettres, donc ça ne me va pas du tout. Moi j'aimerais bien qu'il le remplace par un var.